Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 14 juillet, fête nationale, une fête qui s'ouvre aujourd'hui avec le défilé militaire. Il y aura ensuite le feu d'artifice sur la colline de Fourvière, sur le thème de l'arc-en-ciel. À noter que les balles qui étaient prévues sur les quais de Saône, en revanche, sont annulées. Une soixantaine de véhicules avaient été incendiés au cours des nuits du 13 et du 14 juillet l'an dernier. Des moyens exceptionnels ont été mis en place cette année pour éviter de tels dérapages. 450 policiers nationaux seront mobilisés dans la métropole, 250 à 500 pompiers mobilisés ou mobilisables. Également ce jour de 14 juillet. Des pétards, des mortiers, des fumigènes. En perquisitionnant un box lundi, les policiers du commissariat de Vénissieux ont mis la main sur un stock impressionnant de quelques 112 000 engins pyrotechniques. Les policiers municipaux villeurbanais viennent de se doter de caméras piétons. Nous en parlerons également dans cette édition. Notez également l'invité de ce quart d'heure lyonnais en ce 14 juillet, Yves Pacalet, l'ancien collaborateur du commandant Cousteau, investi aujourd'hui notamment auprès du club Odysseus 3.1. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La fête nationale s'ouvrira donc dès ce matin avec un défilé militaire sans véhicule à Bellecour. Dès 9h, les armées vont proposer un village des recruteurs avec des conseillers de l'armée de terre, de l'air, de la marine nationale ou de la Légion étrangère. La cérémonie va débuter à proprement parler à 11h30, place Bellecour. Celle-ci sera présidée par le général de corps d'armée, le nouveau gouverneur militaire de Lyon, Gilles Darricot. Cérémonie comprenant une prise d'armes avec la remise des décorations et ensuite un défilé des troupes à pied le long de la place Bellecour. Pas d'engin à moteur dans le défilé. Toutefois, des véhicules militaires seront exposés de manière statique sur la place. La cérémonie prendra fin vers 12h30. Les bals sont quasiment tous annulés en raison de la crise sanitaire, mais il sera toujours possible de faire la fête dans les casernes de Gerland et Cusset, tout en respectant les consignes sanitaires. À Lyon, le feu d'artifice sera tiré depuis la colline de Fourvière à 22h30, 23 minutes de pyrotechnie en 7 tableaux de 2 minutes dédiés chacun à une couleur de l'arc-en-ciel. Les 3 scènes pour danser réparties sur les quais de Saône entre le pont Maréchal-Juin et le pont Bonaparte ont été annulées suite aux récentes annonces d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'écrit la ville de Lyon dans un communiqué. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Une soixantaine de véhicules avaient été incendiés au cours des nuits des 13 et 14 juillet l'an dernier. Des affrontements avec les forces de l'ordre avaient également été à déplorer dans certaines villes de l'agglomération. Cette année, près de 450 policiers nationaux sont mobilisés dans la métropole, en plus des effectifs de la police municipale. 250 pompiers mobilisés également. 250 autres sapeurs-pompiers pourront être appelés en renfort. La vente d'alcool à emporter est interdite aujourd'hui de 20h à 6h. La consommation d'alcool sur la voie publique est également interdite du 13 juillet midi au 15 juillet 4h du matin. Notez également que la vente, la détention et l'usage de feux d'artifice, fusées et pétards sont interdits sur la voie publique. Notez qu'un périmètre de restriction de circulation et d'interdiction de stationnement est également mis en place par la ville de Lyon. À partir de 20h, il sera impossible de stationner dans certaines zones. Le périmètre concerne Fourvière ainsi qu'une partie des 2e et 5e arrondissements. Plus d'informations sur les horaires et les zones concernées sur le site lyon.fr. Des pétards, des mortiers, des fumigènes en perquisitionnant un box lundi, les policiers du commissariat de Vénissieux ont mis la main sur un véritable stock de quelques 112 000 engins pyrotechniques. Interpellé et placé en garde à vue, l'intéressé a reconnu s'être livré à la revente d'engins pyrotechniques depuis environ 1 an pour un bénéfice de 10 000 €. À l'issue de sa garde à vue, l'homme sera déféré ce mercredi au parquet du tribunal judiciaire de Lyon en vue d'une comparution immédiate dès demain. Les policiers municipaux villeurbanais viennent de se doter de caméras piétons. Ils pourront s'en servir lors d'interventions afin d'objectiver les faits et recueillir des preuves. Les images collectées seront effacées au bout de 6 mois. Lorsque la caméra est activée, l'écran s'allume et affiche en direct ce qui est enregistré. Ces caméras piétons ont coûté un peu plus de 10 000 € à la ville. Le maire socialiste Cédric Van Stevendel s'est fixé pour objectif de passer de 39 à 75 policiers municipaux d'ici
d'ici à 2026. La municipalité ambitionne de compter 51 agents dans ses rangs déjà d'ici à la fin de l'année. Et puis un poste de police mobile sera créé permettant une visibilité accrue des policiers municipaux au Tonkin et à Grand-Clément. Après les annonces du chef de l'État, le nombre de rendez-vous pris dans le département du Rhône a explosé lundi, atteignant quelques 37 766 rendez-vous pris pour une première injection. Jusque-là, le record dans le Rhône avait été enregistré le 7 mai avec l'annonce de l'ouverture de la vaccination aux plus de 50 ans, avec près de 18 000 rendez-vous pris dans la journée pour une première injection. Lundi, c'était donc le double. Selon Doctolib, dans le département, 267 rendez-vous sont actuellement disponibles sous 3 jours, 513 sous une semaine et plus de 10 000 sous 2 semaines. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. L'humanité disparaîtra, bon débarras. C'est le titre d'un des livres écrits par Yves Pacalet en 2006. Yves Pacalet est écrivain, philosophe, naturaliste. Il est surtout connu pour avoir été un proche collaborateur du commandant Cousteau de 1972 à 1990, participant aux expéditions sous-marines de la Calypso. Il a aussi été conseiller régional écologiste en Rhône-Alpes. Aujourd'hui, Yves Pacalet vit à Beauzelle, son village natal en Savoie, mais il reste un militant engagé. Ces dernières années, il s'est investi notamment au sein d'Odysseus 3.1, cette association de plongeurs qui a exploré notamment le lac du parc de la Tête d'Or et qui a sorti aussi des dizaines de vélos ou de trottinettes des eaux du Rhône et de la Saône. Pour Yves Pacalet, le combat à Lyon est le même que celui des années Cousteau. On l'écoute dans cette interview qu'il nous a accordée. Avec le commandant Cousteau, on a commencé par explorer la mer qui est grande, qui est 7/10 de la surface de la Terre et qui est très profonde. Mais on s'est très vite aperçu que les artères ou les veines de la mer, c'est les fleuves, les grands fleuves, et les petits fleuves. On a exploré le Nil, l'Amazone, le Mississippi, le Mekong, le Gange, Brahmaputra et bien d'autres encore. Et le lien avec ce qui se fait ici, avec Odysseus, notamment sur le bassin du Rhône, depuis les lacs de montagne bientôt jusqu'à la mer, est évident. C'est un grand fleuve, le Rhône. C'est un des endroits qui figure très bien le grand cycle de l'eau dont toute la vie dépend, et en particulier notre agriculture et encore plus en particulier notre survie individuelle en tant qu'animaux. Cette exploration et défense du Rhône et de ses affluents, mais plus tard je pense que ça ira un peu plus loin par Odysseus, est tout à fait raccord avec ce que j'ai pu faire pendant mes années Cousteau quand nous étions au bout du monde, aux sources du Nil ou aux sources de l'Amazone. C'est à la fois une découverte. La plupart du temps, même les habitants du coin ignorent les beautés de ces lieux-là, les beautés des affluents, des lacs de rencontre, etc., leur faune, leur flore. C'est indispensable du point de vue économique. Il faut savoir combien d'eau passe là, comment elle fait son grand cycle, est-ce que c'est normal, anormal, une année bonne, une année non, ou alors est-ce qu'il y a des gros changements. Et puis aussi, on a de mauvaises surprises en permanence. C'est-à-dire que les hommes se sont comportés avec les grands fleuves comme des pollueurs invétérés. Ils ont jeté, loin des yeux, loin du cœur, leurs déchets au fond de l'eau, en pensant que ça ne reviendrait pas. Et en fait, évidemment, quand des plongeurs comme ceux d'Odysseus vont mettre le nez sous l'eau, ils s'aperçoivent que tout est là et que la pollution est là. Et donc les bénévoles guidés par les plongeurs se sont mis au travail là aussi pour ressortir toutes sortes de déchets, de saletés que les hommes avaient mis dans l'eau. Alors c'est à la fois un acte immédiat de dépollution, mais c'est aussi un acte, quand on le photographie, qu'on le filme et qu'on en parle, qui incite les gens à ne plus faire ce genre de dégradation de nature, à ne plus jeter au fond d'eau ce dont ils pensent qu'ils n'ont plus besoin. Justement, comment les sensibiliser à ça, à ce que l'eau qu'ils voient dans leur fleuve ou dans leur rivière à côté, au pied de leur maison, il faut le préserver. C'est pas un égout, on n'y jette pas forcément des canettes. Oui, alors il y a un côté un peu moralisateur qui marche pas toujours bien, parce que les gens disent ah oui, on veut faire la morale et donc je vais faire exactement le contraire pour montrer que je suis bien indépendant. Bon, ce qu'il faut, c'est simplement bien se rendre compte et faire prendre conscience à tout le monde que l'eau nous est tellement indispensable qu'on ne peut pas la maltraiter. Nous avons besoin d'eau, mais non seulement en quantité, mais de l'eau qui soit bonne à boire, de l'eau
l'eau qui soit en tout cas bonne à irriguer nos champs, à nourrir nos populations. Et cette démonstration de l'utilité de l'eau va de pair avec la démonstration de sa beauté. Quand on laisse la nature reprendre dessus dans les endroits qui paraissaient même très pollués, on s'aperçoit que très vite, la beauté y revient, avec la flore, avec la faune. Et donc on a un double gain, on a un gain immédiat, on a de l'eau utile, on a de l'eau qui nous sert, on a de l'eau qui nous est indispensable et qui est d'ailleurs de plus en plus rare et de plus en plus disputée. Et puis on a de l'eau aussi qui nous divertit, qui nous plaît, qui nous émerveille dans bien des cas. C'est conciliable ça? C'est conciliable et ça doit être concilié parce que si on ne laisse pas la nature faire son rôle très compliqué avec beaucoup d'espèces en jeu, d'épuration de l'eau, de remise des cours d'eau à niveau à tous les sens du terme, que ce soit de la bonne eau qui en est assez, si on ne laisse pas la nature jouer normalement son rôle, à ce moment-là, on en subit très très vite les conséquences. Qu'on soit agriculteur, qu'on soit simplement quelqu'un qui vit dans une grande ville au bord d'un grand fleuve ou d'un petit fleuve ou simplement quelqu'un qui regarde la pluie tomber, on s'aperçoit que si on maltraite l'eau, donc si on maltraite les fleuves, on n'en a que des mauvaises conséquences. Ça vient très vite. C'est d'ailleurs paradoxalement un des espoirs que j'ai. Ça va tellement vite que les gens commencent à s'apercevoir que la question de l'eau est vitale pour le 21e siècle qui est maintenant déjà bien entamé. On le disait déjà avec Cousteau il y a 50 ans, on disait à l'époque on a 50 ans pour faire mieux. On n'a pas malheureusement utilisé ces 50 ans à faire vraiment mieux qu'avant, mais maintenant on s'aperçoit que le climat qui change et la biodiversité qui s'effondre eh bien, ont une traduction directe dans le cycle de l'eau. À la fois ils en dépendent et à la fois ils influent sur ce cycle. Et tout ça se tient avec un cycle de l'eau en état de fonctionnement normal, avec des espèces suffisamment nombreuses et actives. Eh bien, on aura une humanité qui pourra continuer à vivre correctement sur cette terre. Cette sensibilisation, elle passe aussi, pour conclure, avec l'exploration et le rendu de cette exploration, comme le fait aujourd'hui l'Odysseus à Lyon? Oui, alors ça fait partie des bonnes surprises, parce que pour faire protéger les milieux, il faut les faire aimer. C'était déjà un slogan qu'on avait à peu près avec Cousteau à l'époque. L'Odysseus a repris une autre forme proche. Il faut faire aimer ces milieux-là. Et quand on va les explorer, on s'aperçoit que la nature est généreuse et que donc elle nous donne à voir des spectacles dont on ne se doutait pas, même en pleine ville, même en plongeant comme l'a fait l'équipe d'Odysseus dans l'eau du parc de la Tête d'Or. On trouve des espèces et elles reviennent, et plus on épure cette eau, plus ce lac devient beau. Et donc la surprise qu'on peut avoir ensuite restituée, soit directement dans les yeux de plongeurs éventuels qui vont imiter Odysseus, soit par l'intermédiaire de photos ou de films, eh bien cet émerveillement transmis est à la fois un plaisir immédiat quand on voit qu'il y a de beaux poissons au fond tel bras du Rhône et qu'il est hanté par des hérons, par des canards de toutes sortes. Bon, c'est un but de promenade, c'est un but d'émerveillement pour les enfants et pour les enfants de 77 ans aussi, mais en même temps c'est la certitude que ça pourra durer. En même temps, il faut aussi plonger utile, hein, parce que on voit par exemple ces explorateurs du Mont Blanc qui se disent explorateurs, mais qui finalement saccagent la nature. Je suppose dans la plongée, c'est un petit peu le même problème, non, justement de fréquentation. Mais ça, c'est un défaut de l'homme qui est un petit peu énervant. C'est-à-dire que on a nos congés payés plus ou moins bien, et donc on achète avec l'argent de nos congés payés le droit d'aller faire une course en montagne, une plongée dans la mer, un séjour dans la forêt vierge ou dans le désert, et on considère que ce qu'on a payé nous est dû en quelque sorte, doit nous être rendu. On doit pas payer plus que ce qu'on doit, et donc si on est dans un endroit où on a payé pour y être, eh bien on se dit peu importe que je le salope, j'ai payé. Alors ça, c'est une sale mentalité. Il faut évidemment développer la mentalité contraire. Si on va en montagne, c'est avec le respect de la montagne. Si on plonge, c'est avec le respect du fleuve ou de la mer. Si on va dans une forêt ou dans un désert, on respecte. C'est à la fois la condition pour que ça reste visitable la prochaine fois et par d'autres personnes, et puis qu'on n'en ait pas des conséquences
conséquences néfastes moins connues, mais tout aussi dangereuses, avec le grand cycle de l'eau qui est perturbé, avec les vents qui nous apportent du sable du Sahara et ainsi de suite. Merci Yves Pacalet. Le Rhône est un beau fleuve et il faut simplement travailler tous, sans aucune exception, du bébé jusqu'au vieillard, pour que ce fleuve reste un beau fleuve. Un beau fleuve. Il vient de la montagne et il unit les Alpes et la Méditerranée par la Camargue et sa vallée. Et je trouve que c'est une des, pour avoir parcouru le monde en tout cas, c'est une des plus belles régions du monde. Le naturaliste Yves Pacalet, une interview à retrouver en podcast sur liondemain.fr. On conclut avec le pont de Condrieu qui traverse le Rhône entre Condrieu et les Roches de Condrieu. Et ce pont sera interdit à la circulation du 19 au 30 juillet. Pour travaux, aucun véhicule ne pourra traverser le pont, sauf ceux de secours et les transports doux. Des déviations seront mises en place. Sur ce pont construit en 1934, reconstruit en 1945, plus de 8000 véhicules passent chaque jour lorsqu'il est ouvert à la circulation. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. En attendant, restez prudents.